Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 recevable sur Sport FM, le www.sportfmtg.com. Excellent après-midi à toutes et à tous. Et bien, Dingue de Sport de ce jour parle du retour dans la course électorale à la Fédération togolaise de football du colonel Guy Kosciusko, le président sortant entre-temps qui s'est retiré pour des raisons personnelles, revient dans le processus et réintègre la liste Nouvel Élan. Qu'est-ce à dire? On va analyser des deux nationales de football la fin de la phase allée de la première partie du championnat. Asfosa termine premier dans le groupe A, il faut dire reste le patron du groupe B. On va analyser là aussi. Dingue de Sport invite Grégoire Attignon, Prosper Agbouklou. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Théo Ajavon. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Et d'abord, on va parler de la fin de la première partie, de la phase allée de la première partie en deuxième division nationale de football. La 7e journée s'entend et après cette journée, on voit que dans les différents groupes, c'est ASCO qui patronne les choses. Pas ASCO, Asfosa. Asfosa qui est le patron du groupe A. Et puis de l'autre côté, je pense que Fouadin a pris le dossier au niveau du goal dans le groupe B. On va analyser tout ça dans quelques instants. Grégoire Attignon, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Prosper Agbouklou, merci d'être là. Merci pour l'invitation et un plaisir, toujours comme d'habitude, d'être ensemble. Merci. Et on parlait de la deuxième division nationale de football qui a bouclé la première partie de la phase allée. C'était la dernière fois. Il y avait 4 matchs pour le compte de cette 7e journée dans le groupe A, naturellement. Ange a été surpris par Olympique de Vous, 1-0. Arabia bat la Jeunesse Club d'Agoué, 1-0 aussi. Agaza a dominé Maranatha 2-1. Et puis l'Étoile Filante a été battue par Asfosa 2-0. Voilà, lorsqu'on regarde les choses, Asfosa passe en tête avec 12 points, et ce qui lui permet d'être premier de ce groupe, suivi de l'Étoile Filante, 11 points, Ange, 10 points, Arabia, 4e, 9 points, Agaza, 5e avec 8 points, 6 points pour Maranatha, 6e, et 8 points pour Maranatha, j'allais dire 6e, et puis 7e, on a la Jeunesse Club d'Agoué aussi, 8 points, et Olympique, 8e, 6 points. Grégoire Attignon, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire au sortir de cette phase allée? Oui, mais ce qu'on peut retenir que pour le compte de cette poule A, ça reste un peu très, ce n'est pas un peu, mais ça reste très serré entre les différentes équipes. C'est 8 équipes qui forment donc cette poule A. Quand vous voyez un peu la très différence. Très serré, vous l'avez dit. Oui. Asfosa à 12 points, voilà, l'Étoile Filante à 11, Ange à 10, Arabia à 9 voilà. Pour les 4 premiers. Et puis, même en bas du tableau, quand vous voyez un peu à Gaza, Maranatha, JCA Olympique, il y a 6 points entre le premier et le dernier. Voilà, donc ce qui veut dire que ça va être très compliqué, ça va être pour moi disputer la phase retour, parce que là, chacune de ces 8 formations peuvent quand même espérer se qualifier pour les playoffs, puisque c'est les 3 premiers qui vont se qualifier. Si ça s'arrêtait aujourd'hui, il y aura Asfosa, Étoile Filante et puis Ange. Ange de Noche. Et donc, si vous voyez un peu, vous avez assisté un peu à cette rencontre-là qui a opposé samedi dernier Étoile Filante à Asfosa. Ça a été âprement disputé. On a vu 2 formations qui avaient cette envie quand même de gagner dans ce match. Et là, en première période, l'Étoile avait quand même eu des opportunités. Et même si, oui, également Asfosa avait eu des opportunités en première période, mais l'Étoile avait beaucoup plus mis la main sur le jeu avec une domination au milieu de terrain. Mais en deuxième période, surtout en début de deuxième période, c'est une équipe d'Asfosa qui a changé un tout petit peu sa manière de jouer, attendre un peu l'adversaire et procéder par des contres. Et c'est ce qui a amené donc à l'équipe de la Forêt Sacrée de marquer les 2 buts séquencés 6e et puis c'est qu'en 8e minute. Et finalement, on voit qu'aujourd'hui, c'est Asfosa qui prend cette première place. Et je me dis que c'est intéressant, mais ce n'est pas encore joué, ce n'est pas encore fini. Je le dis et je le répète, rien n'est encore joué pour le compte de cette poule A. Oui, Prosper, vous, lorsque vous regardez dans le groupe A, après cette journée disputée, beaucoup disaient avec le début que oui, Étoile Filante, le reste, on va dire l'équipe, les clubs phares de ce groupe A, Asfosa avait commencé
timidement, Ange également, mais aujourd'hui, on voit que les Forestiers sont en tête devant le Shooting Star. Oui, le constat est là. Il fallait, c'est le match du déclic était celui d'Agoué le samedi dernier, ouais, où il y a eu beaucoup de tensions par rapport à cette rencontre. Et quand vous voyez à peu près, c'est Asfosa qui avait le feu aux fesses. Il fallait coûte que coûte gagner. Et je crois que c'était le mot d'ordre. Sinon, comment on appelle, le staff technique était aussi en danger par rapport aux résultats. Et les motifs pour encenser cette équipe, c'était donc de gagner coûte que coûte l'étoile filante parce que c'est un adversaire, enfin, je dis plus proche parce que les derbies entre ces deux équipes, là, par le passé, étaient restés donc dans les mémoires pour ceux qui sont des nostalgiques donc de ces rencontres-là. On se rappelle des Amouzou Tété, des Aïvon, je crois, Greg, vous êtes un archiviste de ces les Gakossi. On se rappelle donc de ces gars au niveau de la Sfosa et du côté de qu'on appelle de l'étoile filante. Il y avait aussi donc des noms qui sont pas mal donc connus du public. Donc le samedi dernier, c'était le match du déclic et je crois que cette tension-là est revenue un tout petit peu et le match-là est allé avec beaucoup d'escarmouches. Maintenant, l'étoile filante a perdu 2-0. C'était un score inattendu, mais Asfosa l'a réalisé. Et je crois que c'est là qu'il faut tirer des fiches chandelles de Lali Agbetrobou et son équipe. Maintenant, sur l'ensemble, quand vous voyez à peu près, l'étoile filante comme l'Asfosa ont eu 3 victoires. La différence se trouve donc au niveau donc, des matchs nuls et 2 pour l'étoile filante, 3 pour Asfosa. Et au niveau donc des défaites, l'Asfosa n'a perdu qu'une seule fois. Donc, ce qui veut dire tout simplement par rapport à l'analyse que Grégoire vient de faire tout à l'heure, on a constaté quand même qu'il y a un resserrement dans les rangs au niveau de la première du groupe A, où franchement, il y a un nivellement des valeurs presque, parce que les victoires sont faites sur des détails. La dernière fois entre Agaza et Maranatha, il a fallu des détails pour que Agaza arrive donc à l'emporter. Sinon, c'était un match serré où l'équipe de Maranatha n'avait pas été, qu'on appelle, dominée par rapport à la production du jeu. Donc, c'est dire que dans ce groupe, vraiment, la bataille sera encore dure et on attend bien malin qui aura prédit les 3 qualifiés. C'est vrai que si aujourd'hui ça s'arrêtait, la Sosa, l'étoile filante et Ange passe au play-off, mais attention, il y a encore 7 matchs à jouer. Il y a encore 7 matchs. Alors, on a choisi quelques morceaux, notamment la réaction, on va dire, de Agbetrobou Delali après le match contre l'étoile filante. C'est une victoire comme les autres. Il n'y a pas de déception. Oui, mais nous avons gagné. Face au leader, et vous prenez la première place, c'est une très belle victoire. Oui, on n'est pas à la fin du championnat pour parler des leaders. Donc, à la fin de ce parcours, nous avons repris la tête du championnat dans le groupe A. Revenons un peu sur ce match, ça a été beaucoup plus tactique, coach? Oui, ça a été beaucoup plus tactique. Vous avez vu, chaque équipe a sa façon de jouer. Chaque équipe a sa stratégie de match. Ou bien, ce que nous avons vu dans la Coupe du Togo Côte d'Étoile filante, c'est un jeu beaucoup plus tactique qu'ils ont fourni. Nous avons essayé d'entraver leur situation offensive au niveau des attaquants. C'est ce qui a beaucoup marché. À la première mi-temps, ils nous ont un peu pris au milieu. Mais quand on a repris à la seconde mi-temps, je crois que nous avions quand même essayé de revoir les replacements beaucoup plus rapides pour nous et on a contré la situation. Agbetrobou Delali, on a essayé donc d'entraver leur force offensive, a-t-il dit, pour les embêter. Et on va donner la parole au patron, au manager des Bleus du quartier commercial, Ben Tété Adiakba.
Une déception même pas, parce que je crois quand même qu'il faut un temps, on a fait long feu, mais arrivé au play-off, on n'a pas su maintenir le cap. Donc aujourd'hui, je crois que si les problèmes sortent, c'est bien, c'est d'autant plus bénéfique pour nous parce que c'est l'occasion de les voir, analyser, maintenant performer, changer ce qu'il faut changer, améliorer ce qu'il faut améliorer, faire en sorte de faire partie des 3 retenus pour les play-offs. Sur le terrain, on a vu une équipe de l'Étoile en première période faire le jeu, mais en début de deuxième période, il y a eu un relâchement qui vous a coûté les 2 buts encaissés. C'est vrai parce qu'en première partie, vers la fin, notre milieu meneur s'est blessé. On pensait quand même qu'il devait faire le travail, mais on a constaté qu'il ne pouvait pas. On a voulu le décaler à l'aile pour qu'il puisse continuer par d'ici le ballon, participer moins dans la récupération. On a constaté que celui qui est arrivé n'a pas été à la hauteur du derby. Donc je crois que ça a pesé dans la balance, mais néanmoins nous avons eu des occasions. En première partie, on pouvait tuer ce match-là. Je crois quand même qu'aujourd'hui nous allons en trêve, on va analyser toutes ces vidéos-là, montrer les lacunes des uns des autres et les travailler pour mieux aborder la phase de retour. Mieux aborder la phase retour, dit Ben Tété à Diakba. Alors, oui, l'étoile filante, oui, est-ce qu'il y a inquiétude à se faire? Lorsqu'on regarde un peu l'année dernière, l'étoile filante a contrôlé, on va dire, la première partie du championnat avant de se louper dans les playoffs. Cette fois-ci, l'équipe voilà, avance, a contrôlé en début de championnat, mais après, se relâche un tout petit peu. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Oui, et je crois que Ben l'a dit dans son interview, et que c'est mieux que les problèmes arrivent dès ce instant. Et là, on saura quoi faire lorsqu'on va se qualifier pour les playoffs ou lors de la phase retour. Et je crois que l'étoile filante doit corriger beaucoup de choses parce qu'on se crée des occasions, mais on n'arrive pas à les concrétiser. La dernière fois face à Asfosa, l'étoile a eu des occasions dans ce match. Est-ce qu'il leur manque de vrais buteurs? Ça, véritablement, il faut le dire. Il leur manque un tueur. Et il leur manque véritablement un buteur parce que la dernière fois également, il faut compter avec ces joueurs-là qui sont blessés, les Jack Liboreis qui n'étaient pas là. Il y avait pratiquement 5 ou 6 joueurs titulaires qui étaient donc dans les tribunes parce qu'étant donc blessés, ça a aussi agi un tout petit peu sur cette équipe-là. Et maintenant, du côté de la défense, il va falloir revoir un tout petit peu les choses parce qu'il n'y a pas de la sérénité dans cette défense également. Les combinaisons, les duos, véritablement, il n'y a pas tellement d'entente, beaucoup de mésententes entre des défenseurs et puis le gardien. Donc, je crois que c'est des choses que Ben Tété à Diakba doit véritablement corriger. Maintenant, si on a véritablement cette envie, cette volonté d'aller au play-off, il va falloir être beaucoup plus sérieux lors donc de cette phase retour. Je crois qu'à la phase aller, l'étoile n'a pas été aussi ridicule, oui, puisque sur 7 matchs joués, l'étoile se retrouve avec 2 défaites, je crois un match nul. Les autres, c'est des victoires. Il va falloir également engranger des points pour quand même espérer se qualifier parce que l'ambition de l'étoile filante, c'est d'aller au play-off et pourquoi pas jouer le titre. Jouer le titre, oui, ils se sont donné l'objectif cette fois-ci de retrouver l'élite et là, il va falloir le prouver sur le terrain. Prosper Agbokou, lorsque vous regardez un peu le classement d'Agaza qui a timidement commencé mais qui a réussi à aligner 2 victoires pour la fin de cette première partie. Agaza, aujourd'hui, c'est une déception à vos yeux? Bon, une déception dans l'ensemble parce que on a toujours, depuis un certain temps, attendu Agaza au plus haut niveau dans ce championnat des 2. Elle s'est toujours essayée avec le concours donc, de ses dirigeants à apporter donc, beaucoup d'influx positifs par rapport à l'évolution de cette équipe. Mais on la sent toujours un peu dedans. Je dirais, je ne sais pas si c'est l'enjeu qui influence souvent sur la performance de cette équipe parce que à chaque fois qu'Agaza doit jouer, on pense souvent qu'elle doit être au-dessus des autres dans les normes. Donc, cela, je crois que c'est un poids pour l'équipe et surtout que à chaque fois, il y a une instabilité au niveau donc, du staff technique où il y a des changements réguliers qui arrivent et même au niveau donc, de l'effectif où la plupart du temps, l'effectif de cette année n'est pas n'est pas celui plutôt qui évolue la saison qui suit. Il y a des changements notoires qui arrivent, ce qui fait que l'équipe n'est pas trop stable par rapport aux ambitions. Donc je crois si éventuellement pour Agaza, c'est de rester collé à cette ambition de revenir en première division, il va falloir vraiment donner, donc, se donner vraiment les moyens de sa constance, de
de garder l'effectif en tant que tel, le staff technique, pour faire le travail sur le long terme, pour qu'on y arrive. Donc, pour moi, c'est une déception parce que si sur 21 points, on n'en arrive qu'à 8, c'est-à-dire qu'on est peut-être au tiers et ça, ce n'est pas du tout flamboyant. Bon, maintenant, on vient de parler des circonstances. On va voir, ce n'est pas la faute forcément à l'entraîneur qui fait un beau travail, il faut le dire, mais c'est la circonstance qui oblige à être là. Donc maintenant, il faut, je dirais, changer de paramètres, reformer, donc formater mieux les idées sur le long terme pour trouver donc les solutions idoines. Oui, vous étiez on va dire à une conférence de presse la dernière fois. Agaza a signé un partenariat avec une société de la place. C'était pour quel objectif? De relancer les Verts de Tokoin? Bien sûr, quand vous écoutez un peu le partenaire, le directeur général donc, de cette société, c'est de redonner vie à cette équipe d'Agaza. Prosper tout à l'heure a parlé de déception. Moi, je dis que ce qui était arrivé à Agaza, entre-temps, il faut dire que c'est l'environnement autour de cette équipe-là. Et il y a aussi véritablement, parce que il y a aussi les moyens qui manquaient terriblement à cette équipe, parce que cette équipe se reposait sur une seule personne, le président Amadou Ouattara. Mais Agaza ne devrait pas manquer de moyens. Il y a de très grosses personnes qui sont derrière, à l'instar du général Zoumaro Nyofam. C'est des poids lourds. Oui, mais bien sûr, est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va permettre à cette équipe-là d'avoir le niveau qu'elle veut? Non, aujourd'hui, je crois que celui-là qui arrive, ou bien cette société qui arrive véritablement à la rescousse pour sauver un peu cette équipe d'Agaza. Je crois qu'on met aujourd'hui les moyens à la disposition de cette équipe parce que la dernière fois, on nous fait savoir qu'à Gaza, maintenant, vous n'allez plus entendre parler de salaires non payés, les primes de match non payées ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire que les joueurs, désormais, sont galvanisés et doivent se donner sur le terrain. Ça s'est senti la dernière fois face à Maranatha de Fiokpo. On a vu une équipe volontaire, engagée, déterminée d'ailleurs, qui allait chercher ce deuxième but-là parce que quand Agaza a marqué ce deuxième but, c'était dans les moments forts de Maranatha de Fiokpo. Mais on a vu quand même des joueurs déterminés sur le terrain avec un entraîneur qui est toujours là aux côtés de ces joueurs, leur parler, leur donner donc des consignes. Je crois que c'est ça qui a permis justement à Gaza. Donc, oui, ça va permettre, pourquoi pas, ce partenariat va permettre, pourquoi pas, au Vert de Tokoin de démontrer un autre visage lors de la phase retour de ce championnat de deuxième division. Voilà, on revient un peu sur le classement dans ce groupe A avec Asfosa en tête, 12 points, l'Étoile filante deuxième, 11 points, troisième Ange, 10 points, quatrième Arabia, 9 points, Agaza occupe le cinquième rang avec 8 points, sixième Maranatha, 8 points aussi, septième Jeunesse Club d'Agoé, 8 points, et puis Olympique de Vaud, 6 points. Pas trop d'écart entre les clubs. Ça veut dire que la phase retour s'annonce très, très, très disputée. Quand on prend la poule B, on a avant d'aller vers la poule B, on va écouter d'ailleurs Tony Agbessi, l'entraîneur de Agaza. Il le fallait parce que nous avions beaucoup souffert dès le début de ce championnat. Les choses n'étaient pas ce que l'on avait cru parce que c'est un championnat de 2-2 qui parfois trompe. Donc heureusement que sur les 2 derniers matchs, nous avons pu remonter la pente. Je pense aujourd'hui que la course est vraiment lancée. Rien n'est encore perdu, il y a encore des matchs en avant. Cet après-midi, Maranatha était véritablement en place. Une équipe compacte qui vous a dérangé. Ah ouais, Maranatha en avait déjà pris les informations sur cette équipe qui joue déjà sur un bloc bas et puis ils font des relances vers l'attaque. Donc ils nous ont vraiment dérangé en arrière parce que notre défense n'était pas aussi très en place. Sur les balles aériennes, là, ils n'étaient pas beaucoup plus en place. Nous avons beaucoup souffert. Heureusement que nous avons su marquer le premier but qui les a découragés. Après l'égalisation aussi, j'ai vu une équipe de Agaza très déterminée, des garçons très déterminés qui sont revenus dans le match et on a pu prendre ces 3 points. Voilà, Tony Agbessi, très jeune mais que d'expérience. Il est passé par Ifodie, passé par Tambo, passé par, on va dire, Gomido et désormais c'est Agaza. Tony Agbessi à l'instant après la victoire sur Maranatha. Le groupe B maintenant et les résultats de cette 7e journée avec la victoire d'Arsenal devant Corki 2-1, Agoua qui perd
perd devant Tchaoudjou Athletic Club 1-3. Ifodje qui perd pour la première fois de la saison devant Aknour 1-3. Et puis Sarah également qui perd devant Fouadan 1-3. Non, plutôt c'est Sarah qui a gagné. Sarah qui a gagné Fouadan 1-0. Justement, Sarah qui a gagné devant Fouadan. Alors, on va pouvoir faire le point dans ce groupe-là et puis dire que oui, Ifodje, depuis le début de la saison, reste intouchable, même si la dernière fois, ils ont perdu. Le club de la ville aux 7 collines, pour le moment, se porte bien. Ah oui, mais ce n'est pas surprenant parce que déjà, la saison dernière, cette équipe avait affiché cette volonté-là de figurer parmi les meilleures équipes, celle-là qui devait monter en division d'élite, seulement que ça n'a pas marché. Et cette année, on a pris tout d'abord les 5 premiers matchs avec 5 victoires consécutives, 15 points. Maintenant, la 6e journée, on se fait accrocher par Fouadan de Dapan en 2 buts partout. Et à la dernière journée, c'est véritablement la déception totale où cette équipe a été punie à domicile par le CDF Aknour, 1-3. Moi, je me dis que c'est là où les cartes sont redistribuées désormais dans cette pôle B. Parce que là, oui, c'est vrai que son poursuivant immédiat, Fouadan, parce que si Fouadan gagnait, Fouadan allait passer devant. Mais au même moment, Fouadan aussi a perdu donc, son match. Et donc, aujourd'hui, on voit que le mano à mano se poursuit entre Ifodje Tatapamé et Fouadan de Dapan. Maintenant, derrière, on retrouve d'autres équipes comme Koroki Metete de Tchamba, qui malheureusement aussi a perdu la dernière fois devant Arsenal de Karasud. Cette équipe nationale également, il faut compter avec elle et sans oublier les autres comme Tchaoudjou Athletic Club ou encore Agua de Kousoutou qui véritablement ce n'est pas une bonne première partie du championnat parce que cette équipe tient aujourd'hui la dernière place avec Sareb, c'est de Bafilo. Mais là également, est-ce qu'on peut dire que c'est également serré? Oui, en haut du tableau où on retrouve Ifodje Tatapamé, Fouadan de Dapaon, il y a aussi le CDF Aknour, oui. Il y a Arsenal et puis Tchaoudjou Athletic Club qui aussi n'a pas dit son dernier mot. Donc je me dis que également à la phase retour, ça va se jouer véritablement parce qu'il y a Koroki qui arrive. Koroki qui avait conduit un début de championnat un peu difficile, mais qui, par après, a aligné 3 victoires consécutives. Même si cette équipe a perdu la dernière fois, je me dis que cette phase retour également s'annonce électrique du côté de cette pôle B. C'est aussi très serré avec Ifodje en tête qui a, on va dire, 16 points. Fouadan également qui suit avec 13 points pour avoir perdu la dernière fois. Il y a Arsenal qui vient avec 11 points, Koroki 10 points, Aknour 10 points aussi, TAC 10 points. Ça veut dire qu'il y a, on va dire, 3 clubs qui se retrouvent à 10 points. Alors, Prosper Agboukoui, quel est le club qui vous a marqué dans cette poule B? Non, c'est Arsenal. Arsenal? Oui, Ifodje est une vieille de la... comment on dit? Un vieux de la vieille. De la vieille. Donc, elle ne nous étonne pas. Fouadan également. C'est des équipes qu'on connaît depuis et qui avaient fait la pluie le beau temps du football togolais. Et qui, si aujourd'hui, sont dans les méandres donc, de cette T2 et qui cherchent vraiment à sortir la tête donc, du gouffre. Je crois quand même que ce n'est plus un secret pour personne maintenant, cette équipe d'Arsenal qui est la nouvelle venue dans ce championnat et qui, franchement, a démarré en fanfare et qui continue donc de resserrer les rangs. Si aujourd'hui, comme on appelle le championnat s'arrêtait, oui. Elle fait partie des 3 qualifiés pour les playoffs. Donc, je dis tout simplement que c'est un bon travail qui est fait là également et que ça donne donc vraiment envie de voir les équipes émerger de cette manière-là. Maintenant, sur l'ensemble, je crois que Ifodje peut-être a voulu tout simplement ralentir un tout petit peu par rapport à l'élan qu'il a donné, prendre un peu de répit. Je ne sais pas si c'est l'équipe type avec laquelle elle joue souvent qui a fait le dernier match. Avec l'équipe type. C'est avec l'équipe. C'est avec l'équipe type. Ouais. D'accord. Il n'y avait pas changement d'équipe. L'objectif, c'est de revenir en bien. On ne peut pas s'amuser. Voilà, donc je dirais tout simplement que la corde, eh bien, c'est bien dénoué un tout petit peu ça. Je crois que c'est comme Ben Tété l'a dit tout à l'heure,
ça permettra à l'entraîneur de voir que tout n'est pas gagné à l'avance, que tout peut arriver. Donc ceci est un avertissement sans frais qui donne justement, qui dénote plutôt de l'importance que chaque équipe doit donner à tous les matchs et comment on appelle, se prémunir donc de ses ambitions. Parce qu'il faut dire, là où il se trouve aujourd'hui, bon, bien malin celui qui peut prédire que cette équipe ne peut pas plus faire partie des 3 qualifiés, mais pour la première place, c'est encore un point d'interrogation. On ne peut pas jurer sur cela. Mais je dirais tout simplement que, à part Sarah et Agoua, surtout Agoua, qui ne répondent pas du tout aux exigences, tout peut encore arriver pour la 2e et la 3e place. Lorsqu'on fait également les analyses au niveau des 2 groupes, on a comme l'impression que souvent, à chaque journée, le groupe prend l'avance au niveau des buts marqués. Il y a plus de buts marqués du côté de la poule B que de la poule A. Oui, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Bon, moi je ne saurais l'expliquer, mais c'est le constat qui est là. On constate qu'il y a beaucoup plus de buts dans la zone nord que dans la zone sud. C'est-à-dire que du côté de la zone sud, les attaquants ne sont pas aussi très efficaces. C'est-à-dire que dans la poule B, les attaquants, c'est la défense qui ne sont pas aussi solides. Des questions sur la moitié. Mais moi je crois que tout ça là, c'est le travail. Et il va falloir être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus réaliste, parce que quand on est attaquant, on l'a dit tout à l'heure, du côté de l'Étoile filante, il manque véritablement un tueur, parce que quand vous prenez les 7 matchs joués par l'Étoile filante, cherchez à savoir combien de buts les Bleus ont marqué au cours de cette phase aller. Et quand vous prenez également d'autres équipes, cherchez, parce qu'il y a tellement de matchs nuls. Surtout dans la zone sud, il y a tellement de matchs nuls. Quel match nul également, des 0-0, des 1 but partout. C'est ça qui explique aujourd'hui qu'on constate que la poule B est au-dessus au niveau donc des buts marqués que la poule A. Maintenant, je le dis et je le répète, il revient encore aux entraîneurs de beaucoup plus faire le travail. On sait que c'est la fin de la phase aller. Il va falloir chercher à étoffer un tout petit peu certains effectifs. Surtout du côté de l'Étoile filante, il faut chercher des buteurs. Du côté d'Agaza également. Vous le dites, ils ont seulement marqué 4 buts voilà. Sur les 7 matchs. Voilà, et donc pour une équipe qui prétend, qui a cette envie, cette ambition d'aller en division d'élite et à la fin de la phase, aller se retrouver avec 4 buts marqués, je me dis que c'est très maigre pour l'attaque de l'Étoile filante. Il va falloir qu'on revoie un tout petit peu les choses, retravailler également ce secteur-là. Oui, Prosper, comment vous l'expliquez, une telle situation? Oui, c'est dit tout simplement que au niveau de la poule B, il y a cette volonté manifeste des entraîneurs de jouer un peu plus offensive. Et on a moins donc de rigueur quand on voit à peu près, quand vous prenez les équipes, il faut dire meilleure attaque avec 11 buts. Ils ont marqué 11 buts, oui, comparé à l'Étoile filante qui voilà, a 4. Qui a 4. Et ici, même la Sosa qui est meilleure, elle n'a marqué que 5 buts. Ouais. Vous voyez à peu près, le premier ici n'a marqué que 5 buts. Et là-bas, c'est 11. Il faut dire, plutôt, je dis, c'est Ange qui reste, non, c'est plutôt Agaza qui reste la meilleure attaque ici dans la poule B, selon mes décomptes, avec 8 buts marqués. Ceci s'explique quand même par rapport qu'on appelle, à l'intention et à la tactique de jeu pratiquée, à mon avis, par les attaquants. Quand vous voyez Étoile filante, comme on appelle Asfoza, vous voyez Agaza, Maranatha, Arabia qui est rentré dedans, et Ange, ce sont des équipes qui ont déjà fait la première division et qui se connaissent très bien, à mon avis, ont une appréhension sur le jeu de l'adversaire, qui se disent, si on ne marque pas, on ne va pas prendre. Vous voyez à peu près, donc cela peut s'expliquer par là, parce que c'est des équipes, comme on appelle, rivales, qui à mon avis, ne veulent pas se compromettre par rapport à leur statut. Donc, on a tendance à croire que chaque match est engagé et chacun joue avec une certaine rigueur qui fait qu'on n'a pas assez de buts. Alors que dans la poule du Nord, vous allez voir que les équipes ne sont pas aussi
proches l'une de l'autre. Et ça fait que de nouvelles équipes apparaissent. Quand on voit par exemple Arsenal qui est là aujourd'hui, qu'on appelle TAC qui est revenu, tout ça là montre, à mon avis, qu'il n'y a pas trop de débat sur le français. Chacun veut gagner, quelle que soit la manière pour pouvoir gagner. Donc, on marque, il faut dire encaisser 7 buts après avoir marqué 11. Alors que ici, le premier, Asfosa n'a encaissé que 2 buts pour ne marquer que 5. Vous voyez à peu près. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une comparaison qui se fait. On se dit, on ouvre le jeu, on gagne. Quelles que soient les circonstances, on doit gagner. Donc, pour les équipes du Septentrion, on a l'impression que l'intention, c'est de gagner. Alors qu'ici, on se dit, si on ne gagne pas, on ne doit pas encaisser. Oui, après cette première partie, est-ce qu'on peut se projeter déjà, se disant, oui, les potentiels favoris pour les playoffs restent X ou Y? Dans la poule A, c'est difficile de le dire. Dans la poule A, c'est difficile de le dire. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est tellement serré entre les différentes équipes. Quand on prend le classement, entre le premier et le deuxième, c'est un point de différence. Entre le deuxième et le troisième, c'est un point de différence. Vous comprenez que ça va être compliqué de dire que telle ou telle formation a déjà pris de l'avance ou est déjà sûr d'être dans les playoffs. Je me dis qu'aujourd'hui, Asfosa qui est premier à la phase retour, si Asfosa ne se prend pas au sérieux, peut se retrouver dernier de classement, et que même Olympique de Vaud, qui est aujourd'hui dernier de cette poule, peut se retrouver à la première place. Donc ça va être compliqué de dire que dans cette poule, de dire que telle ou telle formation a l'avantage. Maintenant, dans la poule B, oui, on peut parler d'Ifodje Datapame qui a affiché cette intention en début de saison. C'est vrai que cette défaite de la dernière journée doit le faire réfléchir. Boukari Amadou doit revoir également sa copie, parce que là, on se voyait un peu trop beau. On pensait qu'on était au-dessus de tout le monde, sans oublier, en oubliant donc qu'il y a les autres également qui se préparent. On a vu la réaction justement du CDF Aknou lors de cette dernière journée. Maintenant, Fouadan de Dapaon aussi n'a pas encore dit son dernier mot, y compris Koroki Metete de Tchamba, qui est en train de revenir donc dans ce championnat. Là également, ça va véritablement se jouer. Oui, Prosper, quelles sont vos prédictions, vos analyses par rapport à la suite? J'ai vu Grégoire très prudent dans ses analyses par rapport à la poule A. On ne veut pas se faire des ennemis. Non, mais c'est serré. Quand on connaît Asfosa, entre le premier et le troisième, il n'y a que 2 points. Entre le premier et le quatrième, il n'y a que 3 points. Oui, et puis entre le 7e et le 8e, il n'y a que 2 points. Donc, c'est dit que tout est serré. Donc, tout est possible. Oui, tout est possible. Maintenant, je ne sais pas si l'ambition de Olympique de Vaud reste la montée. Bon, ça doit être probablement celle-là, mais je crois que pour des équipes comme ça, pour une première année, ce serait peut-être le maintien, garder donc la main pour pouvoir acquérir un peu plus d'expérience avant de monter. Maintenant, quand on prend pour les autres, je crois que l'ambition de monter restera toujours primordiale. Et ça, c'est là où je rejoins Grégoire qui dit qu'on ne peut pas vraiment se prononcer sur les noms, même si Asfosa est en tête et que Étoile Filante le suit. On peut dire que pour l'instant, Asfosa, Étoile Filante, sans oublier Ange et Agaza, sont plus Maranatha, sont les équipes qu'on peut prétendre dire qu'ils ont la force d'y aller. Maintenant, est-ce que Arabia ne voulait pas aller? Elle a tenté tous les ans, plutôt, excusez-moi, de pouvoir aller en D1, mais ça n'a jamais marché. Donc, là-bas, c'est le statu quo. On ne peut pas dire quoi que ce soit. On attendra peut-être jusqu'à la 14e journée pour vraiment définir les 3 qui partiront. Et ça, c'est sûr que ces équipes-là vont se donner coup pour coup. Maintenant, dans la poule B, il faut dire indubitablement reste l'équipe favori. Et ça, je crois que Madame Kuigan et son staff dirigeant ne vont pas se leurrer là-dessus. Leur ambition, c'est d'aller donc jusqu'au bout. Et maintenant, après, il faut
parler maintenant des autres Fouadans, qui restent donc le probable dauphin, voilà, qui va actuellement 13 points. Ou 13 points qui suit, qui va le talonner. Bon, pour Arsenal, je ne pense pas que porter tout de suite le manteau de la première division va rester le motif primordial, mais rester donc à l'intérieur, garder la main serait bien. Maintenant, pour Koroki, c'est une équipe qui est un peu instable par rapport à son staff technique, au niveau même des dirigeants. On ne sait pas qui est là. Aujourd'hui, on annonce encore le retour d'Agberet. Voilà, vous voyez à peu près. Donc, ce qui veut dire tout simplement que c'est une équipe très instable à laquelle on ne peut pas tout de suite se donner cette tentation. Champion du Togo en 2018. Mais tout ça allait passer. Et on a tout rasé et on revient. Maintenant, attaque, Sarah resteront toujours dans la... Donc, il faut dire, pour moi, reste pour l'instant l'équipe la plus sûre. Vous a déçu? Bon, Aknou... Parce que par rapport à leur jeu, beaucoup disent, oui, ils sont capables d'aller chercher les grands de ce groupe-là. Oui, mais je crois que pour moi, Aknou reste un centre de formation. Et pour les centres de formation, la formation reste un peu plus le côté qu'on appelle important, sur lequel ils se basent pour faire maintenant. Ils rivalisent d'ardeur avec les autres équipes pour pouvoir performer. Et à la fin, les meilleurs joueurs, on va les faire partir pour recommencer. Donc pour moi, c'est un stade sur lequel ils peuvent surfer longtemps avant de pouvoir parler. Parce que quand vous rentrez en première division, ça devient une compétition et il faut pouvoir se maintenir. Très bien. Voilà la situation dans les deux groupes après 7 journées de compétition au niveau de la D2 nationale de football. Il reste 21 points à prendre sur la phase retour. Ça risque d'être très, 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 très serré. Et on revient. Il y a exactement quelques jours, il se retirait de la course électorale au niveau de la Fédération togolaise de football. Le colonel Guy Kossi Akpovi ferait son retour ou bien a fait son retour dans la course et a réintégré la liste Nouvel Élan parce que là, c'était le 19 que les choses doivent être bouclées. Ça a été fait après le dépôt des candidatures. Le 24, on doit pouvoir communiquer les candidatures enregistrées par la commission électorale. Or, ce dimanche, c'était férié. Lundi également férié. Donc, on a repoussé les choses sur lundi. Et voilà. Sur mardi. Oui, sur, j'allais dire, mardi. Le colonel Guy Kossi Akpovi, de retour, qui revient. Ça vous surprend, Prosper? Bon, au-delà de la surprise, c'est un ébahissement. Je suis un peu ébahi par rapport à tout ce que nous avons appris, écrit, entendu, que cela revienne. Bon, peut-être que on revient un peu dans une disposition plus réglementaire pour dire que, bon, à l'annonce, il avait une liste plutôt qu'il a déposée. Bon, est-ce que le fait de se retirer dans un premier temps respectait donc les normes réglementaires? La question est de se poser, ou bien c'est une façon de se reconsidérer avant de se retirer. Quand moi-même j'ai appris la nouvelle, je me suis posé assez de questions pour dire, bon, on peut peut-être revenir, revoir les choses sur un autre angle pour pouvoir définir donc la posture donc de ce retour-là. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer ce retour? Il semble qu'il y avait eu des pressions au niveau du sommet et le sommet est revenu pour lui dire revenez. Non, vous savez, moi j'avais analysé ce retrait par rapport à ce que nous avons entendu, nous avons apprécié par rapport à la situation que c'est le sommet qui a demandé à ce qu'il se retire. Et s'en est-il? S'est-il ravisé? On ne le sait jamais. Maintenant, est-ce que les choses sont allées là avant de revenir? Selon ce que nous avons appris, il y a un point d'interrogation. Mais moi, je me suis dit, avant que le colonel n'arrive en 2016, il y avait un lobbying. Et ce lobbying-là était conduit par un général qui aujourd'hui est en disgrâce. C'est ce que je pensais. Si vous voyez au niveau de Tito également, il y a un changement
le général qui conduisait les choses. À l'époque, le colonel Akpovi était venu sous le manteau de vice-président du dynamique togolais. Maintenant, celui qui lui a permis donc d'être dans l'arène à l'époque est en disgrâce aujourd'hui. Donc moi, j'avais pensé aussi à cet aspect-là pour dire que comme c'est comme ça... Il est en train de payer. Voilà. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est sur cette posture qu'on est parti pour dire qu'il ne doit plus se représenter et que maintenant, le sommet se dit, mais non, si tel est le cas, ce n'est pas comment on appelle, formel, on ne peut pas le formaliser sur cette manière, de cette façon. Peut-être que les choses ont été plus analysées et on s'est dit, bon, on ne va pas aller comme ça, peut-être dans les règlements de compte pour pouvoir le faire partir et qu'il aille normalement, comme on appelle, aux élections. Et si finalement, il y a une candidature qui passe avant la sienne, plutôt une liste qui passe avant la sienne, donc on en avise. Donc pour moi, je crois que ça doit... Enfin, c'est l'analyse que j'ai fait de la situation et je pense que peut-être on est dans cette posture-là. Maintenant, c'est les prochains jours qui vont nous dire exactement ce qui va se passer. Ce qui veut dire que le processus suit son cours normal. Grégoire, à votre niveau, avez-vous été surpris par cet aller-retour du colonel? Oui, Franck, si vous vous rappelez, il y a de cela une semaine, dans cette même salle, dans ce studio, je parlais, quand l'information était arrivée comme quoi le colonel Akpovi se retire, donc il retire sa candidature, je me dis que, moi je l'ai dit, qu'il y a une pression qui vient de quelque part. Il y a une pression qui a amené le colonel à prendre cette décision-là. Mais patati, patatra, une semaine juste après, le même colonel revient qui dit que non, que je revois encore ma candidature, je reconsidère ma candidature, je dois maintenant postuler donc au poste du président de la Fédération togolaise de football. Mais moi je dis, celui-là qui est là et qui prend les décisions, qui dit va, ne va pas, non, retire-toi, viens. Est-ce que cette personne n'a pas analysé cette situation aujourd'hui avant de prendre cette première décision? Je me dis que nous parlons d'une institution et nous parlons de la Fédération togolaise de football. Écoutez, on cette personne-là n'a pas analysé le pour et le contre de cette émission. C'est ce que je dis. Nous ne parlons pas d'une élection d'un club de quartier. Même dans un club de quartier à Sauviépé, c'est tellement organisé qu'on n'assiste pas à ce spectacle-là. Moi, je dis que c'est un théâtre. On est en train de jouer un feuilleton avec le processus électoral où tantôt on dit continuer et tantôt on dit non, attendez. Ce n'est pas digne. On parle de la Fédération togolaise. Aujourd'hui, moi, je voudrais accuser également la commission électorale qui a été silencieuse durant tout ce temps-là, qui n'a rien dit. Est-ce que peut-être que non, mais écoutez, mais il y a le dépôt qui a été fait. Au lendemain, on nous a dit qu'il y a deux candidats qui ont déposé leur dossier. Et on a appris qu'un est venu retirer sa candidature. On a vu le courrier de retrait de deux candidatures. Oui. Mais en principe, le comité ou bien la commission électorale devait se prononcer en ce moment-là. Quelle sera la suite du processus? Cela n'a pas été dit. Jusqu'au 26 décembre, on nous annonce encore le retour du colonel Akpovi qui réintègre le processus. Je me dis que c'est de la pagaille, tout simplement. Ah bon? C'est de la pagaille autour de ce football-là. On ne prend pas au sérieux le football togolais. On ne le prend pas au sérieux. Si on prenait véritablement ce football-là au sérieux, je me dis que ce spectacle auquel nous assistons ne devait pas arriver. Le processus devait suivre son cours normal. Et aujourd'hui, on n'allait pas assister à toute cette salade autour de notre football. Et qui crée cette salade-là? C'est le sommet? Mais écoutez, c'est ceux qui prennent les décisions. Ceux qui prennent les décisions, ceux qui demandent aux candidats, non, allez, toi, n'y va pas, retire-toi, que cette personne, ce sont eux. Aujourd'hui, c'est ce que nous comprenons. C'est dommage pour notre football. Et on a posé la question à la commission hier. Que va-t-il se passer avec ce retour du colonel Guy Kossi Akpovi? Darius Satou, qui est le président de cette commission, nous a dit le processus suit son cours normal et que, puisque les dates du 24 et du 25 n'ont pas été considérées, c'était des jours fériés, donc on a reprolongé un peu les choses, ce qui permet au colonel Guy Kossi Akpovi d'être toujours, de pouvoir intégrer sa liste. Non, je crois que
est-ce qu'au départ, cela avait été dit, cette considération des dates dont on parle tout de suite avait été, comme on a fixé, et qu'on en avait averti les autres pour qu'ils le fassent vite, puisque tout le monde s'est dit la date, le dépôt, la date du dépôt est forclos et que certains, on aurait pu annoncer ça depuis pour dire aux gens les 24, les 25 seront fériés, donc on ne considère plus ces dates-là, donc il y a une prolongation. Bon, maintenant, moi... Vous également, vous pointez un peu du doigt le silence de oui, la commission. Oui, je rejoins Greg sur cet aspect-là. Sur cet aspect-là, on aurait pu. Maintenant, ça aurait été peut-être pour moi une façon de voir les choses sur un autre angle pour dire que peut-être que le même comme on appelle, canal qui avait annoncé au colonel de retirer sa candidature ou bien de s'estomper, peut-être c'est le même canal. On avait dit pour des raisons personnelles. Bon. Peut-être les mêmes raisons personnelles l'ont poussé à revenir. Oui, non, je voudrais parler même de la commission électorale qui aurait, elle aussi, eu peut-être la même pression, enfin à mon avis, pour ne pas ouvrir les discussions au niveau de la presse et informer plutôt pour que les gens sachent que ça va faire. Maintenant, pour nous, ce n'est pas le retour du colonel Akpovi qui pose problème. C'est-à-dire que c'est un candidat qui a le droit de se présenter. Et maintenant, si tel est le cas, on devrait tout simplement faire les choses en tant que dans les normes pour que tous les autres qui voulaient se présenter considèrent cette date du 24-25 comme étant forclos et n'étant pas comptabilisé. Oui, la preuve, c'est que le candidat à Mouzoutete est allé encore compléter sa liste hier. Voilà. Donc, peut-être d'autres aussi avaient l'intention de déposer, de faire des listes pour déposer. Et malheureusement, comme on a dit que c'était terminé, bon, eux, ils ne savent pas, c'est seulement. Donc, pour moi, aujourd'hui, on peut dire tout simplement qu'on est un peu dans un flou kafkaïen. Ce n'est pas les personnes qui déposent la candidature qui posent problème. Non, on n'a rien contre qui que ce soit. On les aime tous. On voudrait que les choses s'améliorent, que ça aille pour le mieux au monde. Mais il va falloir que on reste un peu dans un cercle un peu plus concentrique et où les choses se font avec beaucoup plus d'aisance et nous puissions tirer donc les meilleures conclusions, telles que ça se présente. Est-ce que ce retour-là peut changer les choses désormais, le retour du colonel Akpovi? Bon, je pense que si on le dit ainsi, c'est que on ne connaît pas trop les rouages donc d'une élection. Il peut revenir ainsi avec plus donc de chance, comme n'en a pas eu assez, d'autres aussi viendront avec. Donc, on ne peut pas garantir que son retour est tout à fait, comme on appelle, comment on peut le dire, choquant pour les autres. Oui, est-ce que ça peut changer quelque chose? Non, mais moi, je crois que ça ne change rien. Ça ne change rien parce que on sait que le colonel Akpovi, en déposant sa candidature, était véritablement sûr de sa candidature avant donc de faire ce dépôt-là. Le terrain était verrouillé. Ah ben, bien sûr, il faut dire que c'est un terrain qui... la voie est tellement libre, hein, il faut le reconnaître au colonel Akpovi. Mais moi, je dis que je regrette un peu tout ce moment-là qu'on a pris pour dépôt ou pas dépôt, retrait ou tout ça. Là, moi, je dis, en principe, ceux qui, les premiers décideurs devaient analyser un tout petit peu cette chose-là. Dire que Akpovi, il est dans son dernier mandat. S'il dépose sa candidature, c'est qu'il est dans son 3e et dernier mandat. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait le laisser tout simplement continuer que de lui barrer la route et puis à part après. C'est quand on a finalement expliqué, compris que en principe, c'est ça. C'est là, maintenant, on a décidé de lui redonner encore cette chance de reprendre ou encore de déposer. Il revient beaucoup plus en force avec une telle situation vécue? Ben, moi, je crois que oui. Je crois que oui. Et puis, un bon militaire, hein, ça, il faut le reconnaître. Je crois qu'il reviendra encore beaucoup plus fort parce que là, aujourd'hui, il faut se dire qu'il est l'homme de la situation.
Il a déjà dirigé cette fédération pendant 2 mandats. C'est un troisième mandat. C'est pas un troisième mandat qu'on va lui empêcher de faire. Et aujourd'hui, je crois qu'il est en pole position pour véritablement prendre ce troisième mandat-là aussi librement et facilement. Voilà, d'ici, on va dire jeudi, on aura toutes les informations à propos de ça. C'est sûr que la commission électorale va pouvoir réagir et donner les listes définitives pour la suite et les recours s'il y en a. Merci Grégoire Attignon, merci Prosper Agbokou, Théo Adjavon, merci, à très bientôt.